Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je parle beaucoup dans ma barbe de façon générale. Je souhaiterais tout d'abord remercier, évidemment très chaleureusement, l'association Savoir et Clinique et le CRIMIC, dont je dois dire par ailleurs que je suis soulagé d'apprendre que ce n'est pas un institut de criminologie, ce dont j'avais un peu peur pour commencer. Et spécialement, évidemment, tous mes hommages à Geneviève qui m'a gentiment invité à parler ici. Alors, comme on m'a convoqué un peu comme matérialiste de service, ce que je ne suis pas forcément, mais j'ai quelques appétences dans ce domaine, je me suis penché vers, effectivement, un problème qui rejoint directement la problématique matérialiste et au plus près, si je puis dire, qui est le problème du rapport, du positionnement de Lacan par rapport à la psychiatrie. Et en particulier par rapport à la version la plus sophistiquée de psychiatrie qu'on puisse trouver dans les années, à partir des années 40, en réalité à partir de la fin des années 30, qui est l'organodynamisme, c'est-à-dire la perspective de son condisciple Henri Hay. Comme on va le voir, c'est un problème qui s'articule le mieux du monde avec notre problématique d'aujourd'hui, à savoir le matérialisme, puisque Lacan va l'appeler ce problème, ou le désigner au moyen d'un apax, on ne trouve que dans son œuvre, un problème de topique causal. Vous rencontrez cette formulation-là en 1932 dans la thèse de Lacan, où celui-ci énonce les choses de la façon suivante. Je vous rappelle évidemment que la thèse est consacrée à la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Voici comment Lacan formule le problème. Nous posons le problème des rapports de la psychose avec la personnalité. Ce faisant, nous ne nous égarons pas dans une de ces vaines recherches sur les inconnus d'une chaîne causale, j'insiste évidemment là-dessus, qui font en médecine la mauvaise réputation du terme de pathogénie. Non plus ne nous adonnons-nous à l'une de ces spéculations qui, pour répondre à d'irrépressibles exigences de l'esprit, n'en sont pas moins rejetées dans la métaphysique et par certains non sans mépris. Rien de plus positif que notre problème, c'est éminemment un problème de fait, puisque c'est un problème d'ordre de fait, ou pour mieux dire, un problème de topique causal. Donc j'insiste évidemment, ici, c'est moi qui souligne, en réalité Lacan souligne aussi, j'insiste sur l'opposition qui se manifeste ici de façon très nette entre la chaîne causale des métaphysiciens, ce qu'on pourrait appeler dans la tradition scolastique le nexus causal, le nœud causal, évidemment, qui s'oppose ici à ce que j'ai désigné tout à l'heure comme étant effectivement un apax, à savoir une topique causale renvoyant probablement, on connaît évidemment les premiers talents de Lacan qui sont ceux d'être un immense lecteur, probablement elle-même à la tradition scolastique à la fois rhétorique et juridique, qui est l'étude du locus causarum, c'est-à-dire l'étude des lieux de la cause, c'est-à-dire l'étude des points d'application de la causalité. Et s'intéressant spécialement à la topique causale, Lacan va s'opposer donc à la chaîne causale des métaphysiciens et y opposer spécialement, en 1932, un point de vue qui est celui du clinicien sur les conditions d'application d'un raisonnement causal. Et c'est ce point de vue du clinicien que j'aimerais articuler aujourd'hui avec vous, en l'opposant à un autre clinicien de très haute obédience, comme vous le savez sans doute, à savoir son condisciple Henri Hay. Ils ont 8 mois d'écart, et ils ont suivi sur les bancs de l'école les mêmes professeurs, en particulier Clérambault, évidemment, donc en articulant la clinique lacanienne, ou des arguments associés à la clinique lacanienne, aux arguments qui sont ceux de l'organodynamisme de Hay. C'est évidemment un dossier épais que celui qui traiterait dans le détail des rapports de Lacan à Hay. Il a été traité à coups d'articles et de livres, tous plus remarquables les uns que les autres, par ailleurs. Il traite d'un certain nombre de d'abord d'un respect mutuel, personnel, absolument remarquable, non sans ironie du reste, mais enfin, Lacan, tout de même, s'adresse à Hay ou désigne Hay comme étant le prince de la psychiatrie. Il l'appelle aussi civilisateur. Vous savez, au moment où il s'adresse au psychiatre, il dit « Vous ne savez pas l'ignorance dans laquelle était la psychiatrie dans les années 30. De cette ignorance, Henri Hay a été le civilisateur. » À l'inverse, Henri Hay qualifie Lacan de maître de la psychanalyse, peut-être non sans ironie, et le montre les mains pleines du savoir, à la fois des mythes et de la philosophie,
le désignant par ailleurs aussi comme un grand logicien, ce qui tout de même est assez important pour nous. On connaît par ailleurs les grandes étapes de cette relation. Elles ont été aussi détaillées à coups de grands articles et de grands livres. Pour les étapes majeures, il s'agit des colloques de Bonneval, hein, le colloque de septembre 1946, qui est consacré, enfin qui paraît 4 ans plus tard d'ailleurs, en 1950, qui est consacré à la psychogenèse des névroses et des psychoses, dans lequel vous trouvez le magnifique article sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, à savoir les propos sur la causalité psychique de Lacan, avec une réponse de Henriet. Et malheureusement, c'est vrai que la reparution de ce magnifique texte de Lacan dans les écrits nous prive de la réponse de Hay, qui par ailleurs est tout à fait passionnante. Le troisième colloque de Bonneval, qui a lieu en octobre 60, publié en 66, sur l'inconscient, où là aussi Lacan se fend d'une synthèse magnifique sur l'inconscient qui est reparue dans les écrits. Et puis des jeux d'invitation croisés. Lacan invite Hay à rédiger une présentation de l'école psychanalytique lacanienne auprès des Italiens en 65, et Hay écrit un magnifique article qui s'appelle « Le déchiffrement de l'inconscient ». Et en retour, Hay invite Lacan à parler à Sainte-Anne sur le savoir du psychanalyste, sur l'enseignement évidemment, la psychanalyse, dans le contexte évidemment de la formation qui est celle des psychiatres. Si ma mémoire est bonne, enfin je peux l'étayer avec le texte que j'ai sous les yeux et que je n'ai pas encore regardé, qui est le texte de une conférence prononcée le 10 novembre 67. Hein, donc la psychanalyse et la formation du psychiatre. Outre ces grands moments, donc vous le voyez, les colloques et les invitations croisées, vous avez par ailleurs une présence considérable, importante, de l'un et l'autre dans l'œuvre de l'un et l'autre. En particulier, un texte m'intéressera ici, qui est Les études psychiatriques de Hay, un magnifique ouvrage qui est paru entre 1948 et 1950, où Hay commence déjà un dialogue qu'il ne rompra jamais en réalité avec Lacan, Lacan étant vraiment, disons, à la fois l'interlocuteur privilégié de Hay et l'obstacle à ce qui constitue son but, à savoir fonder la psychiatrie comme science. Hein, je vais évidemment revenir là-dessus. Donc voilà un dossier qui est tout de même bien conséquent. Il y aurait de multiples manières de l'aborder. Or, je pense qu'effectivement, la manière matérialiste est probablement la meilleure pour aborder le débat. Ce débat, quel est-il ? Quel est le débat qu'engage Hay et Lacan ? Sur quel objet s'oppose-t-il foncièrement ? Eh bien, sur rien d'autre, et c'est tout de même assez conséquent, que la question de l'autonomie du fait psychiatrique et la question de l'autonomie corrélative de la discipline qui en traite, à savoir la psychiatrie. L'autonomie, donc, du traitement psychiatrique de ce que Lacan se plaît à rappeler sous la désignation mythique de folie, et que Hay consacre l'essentiel de ses efforts à caractériser comme maladie mentale. Je vais évidemment revenir sur le sens de cette désignation. Donc l'autonomie du fait psychiatrique s'efforce de la fonder dans toute son œuvre, et on va voir évidemment que l'attention du clinicien Lacan l'opposera à cette caractérisation de la maladie mentale comme étant le domaine du savoir psychiatrique en tant que tel, renvoyant une partie de la psychiatrie dans l'analyse qu'il va en produire, et en particulier, de façon extraordinairement fine, dans la critique de la métaphysique qui sous-tend ce savoir psychiatrique, renvoyant ce savoir en réalité à la pratique psychiatrique elle-même, qui est une pratique de ségrégation. Donc je vais revenir sur ça dans la conclusion de mon propos. Autant vous dire qu'effectivement, ce qui sépare Hay de Lacan, c'est ce qui séparerait la métaphysique des chaînes causales du savoir du clinicien qui s'énonce dans une topique causale, pour résumer un peu le point qui va m'intéresser ici. Pour aborder l'organodynamisme de Hay, vous avez l'éventail de toute son œuvre, qui est assez énorme, mais je pense que la présentation la plus synthétique et la plus didactique qui soit produite par Hay lui-même est à chercher non pas dans la présentation des théories de Huggins-Jackson, qui est le neurologiste ou le neurologue auquel il emprunte son modèle, mais dans le premier tome des études psychiatriques qui paraît en 1948 et qui traite d'un problème fondamental qui est le problème de la méthodologie en psychiatrie. Dans cet ouvrage,
vous rencontrez une caractérisation de l'autonomie du fait psychiatrique et une définition de la folie sur lesquelles je voudrais m'attarder quelques temps, même si je pourrais m'attarder sur rien en réalité, puisque le temps file. Voici la caractérisation, premièrement, de la psychiatrie, évidemment, et je poursuivrai par la définition de la folie, respectivement proposées dans la 4e et la 3e étude psychiatrique, puisque les études sont réunies par numéro, et il y en a un certain nombre. La psychiatrie, je cite, est une science médicale qui a son objet propre, la maladie mentale. Une science médicale qui a son objet propre, j'insiste évidemment là-dessus, c'est-à-dire la somatose à symptomatologie mentale. Elle s'intègre nécessairement dans la pathologie générale pour expliquer la genèse des régressions de la vie psychique, ces niveaux de dissolution que représentent les psychoses et les névroses. Excusez-moi. Mais celles-ci, ne pouvant se réduire dans leur structure réelle à leur processus générateur et admettant un mécanisme psychologique dans la formation de leurs symptômes, font l'objet d'une science médicale spéciale. Une fois encore, la folie, c'est la chasse gardée de la psychiatrie. J'insiste vraiment là-dessus. La psychiatrie, fin de citation, j'y arrive, je termine ma citation, la première, la psychiatrie a une relative autonomie. Comme son objet, le fait psychiatrique a une originalité propre. J'en viens maintenant à la définition de la folie, proposée dans la 3e leçon. Le sens de la folie apparaît aisément. Elle est ce trouble de la vie psychique, cette dissolution de ses structures qu'entraîne un trouble du substratum organique. Donc un trouble de la vie psychique qu'entraîne un trouble du substratum organique. Il n'y a pas lieu de se demander si la maladie mentale est purement psychogenèse, donc d'origine psychologique. Elle ne l'est pas. Il n'y a pas lieu de se demander si la maladie mentale est purement physique. Elle ne l'est pas. Elle est une modalité inférieure de la vie psychique, troublée dans et par son substratum organique. Elle est organiquement conditionnée et psychiquement structurée. Par conséquent, psychogénèse et mécanicisme sont également faux et à renvoyer dos à dos en tant qu'ils représentent les deux termes antinomiques du dualisme cartésien. Le monisme n'est pas plus satisfaisant que le dualisme, il faut renoncer à l'un comme à l'autre et les dépasser. Fin de citation, donc, pour la caractérisation de la folie. Alors vous voyez bien évidemment que cette caractérisation de la maladie mentale et de son autonomie, elle navigue entre deux écueils qui ont une source cartésienne manifestement pour Henri Hay, à savoir le dualisme cartésien dans sa formulation originale, et une réaction à ce dualisme qui serait le monisme physicaliste. J'insiste évidemment sur ces deux caractérisations ou sur ces deux écueils, tout simplement parce qu'ils désignent deux disciplines qui vont dissoudre la spécificité de la maladie mentale, à savoir la neurologie, dans le monisme physicaliste qu'elle instruit, et par ailleurs la psychanalyse, dans le réductionnisme psychogénétique qui est le sien. Autrement dit, qualifier la maladie mentale dans son autonomie reviendrait essentiellement pour Henri Hay à fonder la psychiatrie non simplement comme une pratique, comme un art, comme tous les arts médicaux, mais bien comme une science irréductible d'une part à la neurologie et d'autre part à la psychanalyse. Le point de vue de Hay est absolument décisif sur ce point. Alors comment articuler le point de vue du neurologiste? Ce qui est très amusant, c'est effectivement que le point de vue du neurologiste, va aller le chercher dans le maître commun constamment célébré par Lacan pour ses qualités de clinicien, à savoir Clérambault. C'est dans son analyse du mécanicisme de Clérambault qu'Hay a cherché en réalité le point de vue qui serait celui en dernière instance du neurologiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous retrouvez 4 dimensions ou 4 postulats qui sont ceux d'une doctrine mécaniciste. Le premier postulat est le baptise d'un nom un peu curieux, il appelle ça le platonisme psychologique. Alors, c'est une très curieuse appellation, mais les appellations chez Hay sont curieuses parce qu'il n'est peut-être pas les mains pleines d'un savoir des philosophes, comme c'est le cas de Lacan en particulier. Ce qui est à chercher dans ce qu'il appelle platonisme psychologique, ce n'est pas du tout une théorie platonicienne d'un troisième monde, c'est l'application de la diairésie, c'est-à-dire de l'analyse, aux faits psychiques, autrement dit, un point de vue analytique, voire même d'un atomisme psychologique occupé sur l'objet. Ça, c'est la première thèse. La seconde, qui suit la précédente, c'est l'idée selon laquelle
tout trouble mental a une genèse mécanique. Et j'insiste bien vraiment sur la caractérisation d'une genèse mécanique, c'est-à-dire qu'elle aurait son origine dans un traumatisme clairement localisé qui serait à rapporter à une des variantes du choc, au sens du choc mécanique comme fondant évidemment une théorie mécaniciste traditionnelle. Le troisième postulat, c'est l'idée selon laquelle toute maladie mentale, quelque composée qu'elle puisse être, est à rapporter à un dysfonctionnement basal et élémentaire. Ça, c'est absolument décisif, évidemment, puisqu'on va voir qu'Henriet s'opposera à cette caractérisation. Et enfin, la dernière caractéristique d'un mécanicisme en matière psychiatrique qui renvoie en réalité, finalement, à la neurologie comme discipline, c'est l'idée selon laquelle on peut disposer de nosographies, ou d'une nosographie d'entités morbides qui soient, elles, les unes par rapport aux autres, nettement tranchées. On dit un tableau nosographique véritablement construit. Voilà la caractérisation qui est celle du mécanisme. J'entends par là, évidemment, d'une théorie psychiatrique qui est à rabattre, selon elle, sur la neurologie comme discipline. Et on va voir que l'organodynamisme ne va se situer que par rapport à ces arguments. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle malmène de façon assez comique en un sens, si l'on se réfère ensuite à la critique que Lacan formule à son encontre, la thèse psychogénétique. La thèse psychogénétique, en réalité, et Lacan plaisante dessus, parce qu'elle l'avoue lui-même, elle ne sait pas véritablement ce que c'est. Cette thèse psychogénétique, elle est à renvoyer à la psychanalyse comme discipline, et la psychanalyse, pour opposer radicalement qu'elle soit à toute théorie organo- ou physico-génétique, est une doctrine qui partage avec la doctrine mécaniste un présupposé majeur qui est l'atomisme en psychologie. Pour la psychanalyse, en particulier la psychanalyse freudienne, a un inconvénient majeur, elle décompose le psychisme en instances et elle ne dispose en aucun cas et à aucun moment d'une doctrine cohérente, d'une doctrine intégrante de la conscience. Cela se fait jour en particulier dans l'analyse que produit de la psychopathologie psychanalytique. En réalité, va nous dire la chose suivante. Au fond, la psychanalyse, c'est une psychologie générale, mais c'est une psychologie analytique qui décompose en instances. Et décomposant en instances, elle produit une doctrine psychogénétique des pathologies mentales qui est impossible, tout simplement parce qu'elle dissout la maladie dans le mental. Elle définit effectivement des caractéristiques générales du psychisme, en particulier des mécanismes inconscients, qui sont si élémentaires, qui sont si communs, c'est-à-dire généralisables à tous, qu'il nous est impossible de définir un domaine propre qui serait celui de la pathologie mentale. D'où son analyse en particulier des deux principales causes ou des deux principales caractérisations de la psychopathologie, à savoir, il s'agit d'une part de la théorie du traumatisme, d'où l'Urtsene, la scène traumatisante, et d'autre part la régression psychique. La théorie du traumatisme nous la présente de la façon suivante. En réalité, l'action traumatique où la théorie de l'action traumatique consiste à monter en épingle certaines émotions sexuelles ou affectives de la première enfance, mais forcé de se rendre compte que ces complexes se retrouvent d'abord chez tous les êtres humains, et d'autre part, que l'Urtsene traumatisante peut faire défaut. D'où la caractérisation critique de Hay de cette explication. Les explications psychogénétiques de ce genre, je cite Hay dans les études psychiatriques, ont toujours quelque chose de superficiel et d'embarrassé, quand elles n'ont pas un caractère absolument fantaisiste. Car toujours et sans cesse se pose la question, comment peut-il se faire que les mécanismes psychologiques communs à tous les hommes provoquent des bouleversements si considérables seulement chez quelques-uns d'entre eux? Et c'est pourquoi l'école psychanalytique s'est tournée vers la notion des régressions. Alors, la théorie des régressions libidinales telle que Hay l'envisage lui semble beaucoup plus intéressante puisqu'elle consiste à identifier un cas pathologique à la régression vers un stade archaïque des tendances instinctives. Mais, nous dit Hay, pour intéressante qu'elle soit cette théorie de la régression, dans la mesure même où elle exclut la notion de cause organique elle-même, elle se perd, une fois encore, dans
une ligne de partage impossible à construire, finalement, entre le normal et le pathologique. Et le résultat, évidemment, de cette critique de l'interprétation purement psychogénétique, c'est au fond la perte d'une ségrégation entre les cas normaux et les cas pathologiques. Je cite Hay, « Ces faits qui ont soumis mon orgueil et ma révolte, savoir les maladies mentales, je les ai accueillis ici à Bonneval, lieu géométrique de mon nouvel organisme, dans une observation quotidienne, et je peux dire opiniâtre, de ces folies bosseronnes si constantes et monotones comme la plaine d'où elles jaillissent, si indifférentes à travers les motivations et les lignées aux variations d'un milieu immobile, qu'elles imposent l'idée d'une structure aux lignes rigides, sur quoi le mouvement de l'esprit se brise et s'épuise. » Et est de s'adresser effectivement à Lacan, ce qui nous sépare, c'est ce qui oppose la psychiatrie des villes et la psychiatrie des champs. La psychiatrie, excusez-moi, je vous donne une citation qui n'est pas une citation des études psychiatriques, mais une citation de la réponse de Hay à Lacan dans le colloque de Bonneval. Ce qui sépare la psychiatrie des villes et la psychiatrie des champs, c'est quoi ? C'est précisément une doctrine psychogénétique qui se rend incapable de rendre compte véritablement des cas pathologiques et qui, pour une raison toute simple, c'est que du point de vue clinique, elle ne soigne que des névroses normales. Elle nous dit, la psychanalyse, ça sert uniquement à soigner les maladies des villes, c'est-à-dire les mots spécifiques que la bourgeoisie s'invente lorsqu'elle ne dispose pas, la pauvre en tant que telle, des mots génériques qui sont ceux que la psychiatrie soigne. Voilà donc pour la thèse psychogénétique de Hay, vous le voyez, qui s'oppose, à laquelle il oppose une thèse organogénétique. Le temps presse, je vais me contenter de la résumer pour passer directement à ce que Lacan propose en termes d'interprétation. En réalité, si vous vouliez comprendre la thèse organogénétique, il suffirait de nier les 4 postulats qui sont ceux de la thèse mécaniciste. Pour une raison toute simple, c'est que la thèse organodynamique de Hay est une thèse qui repose en dernière instance exactement sur les mêmes fondements que la thèse mécaniciste, à savoir une causalité allant du physique au psychique, c'est-à-dire une théorie organogénétique des maladies mentales. Alors, quelles sont ces thèses ? La première thèse, c'est évidemment qu'il faut avoir une théorie intégrée du psychisme, contre le platonisme psychologique de Clérambault. La seconde thèse, c'est que la maladie mentale n'a pas pour cause un choc, mais une dissolution. Mais que cette dissolution, c'est là la troisième thèse, n'est pas une dissolution partielle qui serait liée, elle, à un traumatisme, en tant que ces dissolutions partielles sont l'objet, en réalité, du neurologiste, puisque le neurologiste ne s'intéresse qu'aux troubles fonctionnels liés aux dissolutions partielles. Et enfin, évidemment, que la considération des dissolutions générales qui sont à l'origine des maladies mentales, puisque toute maladie mentale est en réalité une dissolution générale, l'examen de la maladie mentale comme dissolution générale nous interdit évidemment de constituer une nosographie avec des entités stables, bien tranchées, comme celle que nous proposait le mécanicisme. Voici donc pour une caractérisation très générale, vous m'excuserez, mais le temps file, de la thèse organogénétique. Alors venons-en maintenant à la façon dont Lacan, en clinicien et en représentant véritablement de ce que j'appelle, après lui, une topique causale, c'est-à-dire un raisonnement sur ce qui, dans le donné, fait l'objet d'une imputation causale, ce qui, dans le donné, fait l'objet de l'application d'un raisonnement causal, venons-en effectivement au jugement qu'il va porter sur la thèse organodynamique. Je me restreindrai, pour les biens de la cause, aux propos sur la causalité psychique de 1946, sachant que Lacan fait preuve d'une redoutable constance dans le jugement qu'il porte sur cette thèse. Au fond, on pourrait s'en tenir à 4 arguments. Le premier argument, c'est le suivant. C'est une thèse, la thèse organodynamique est une thèse métaphysiquement douteuse. Pourquoi est-ce qu'elle est métaphysiquement douteuse ? Parce que c'est une thèse métaphysique, mais qu'en même temps, elle cache le cadre métaphysique dans lequel elle se déploie. Alors, c'est un argument tout de même qui a un certain poids. Au fond, qu'est-ce que Lacan va proposer dans ses propos sur la causalité psychique de 1946 ? Eh bien, c'est de montrer que l'organodynamisme partage les mêmes présupposés métaphysiques en dernière instance que le mécanicisme. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que l'organodynamisme, pour intégrer qu'il soit,
Il a une attention très spécifique au phénomène d'intégration du psychisme, à la construction du psychisme comme une entité globale qui serait interprétable que dans des cadres gestaltistes et non pas dans les cadres de la psychologie associationniste traditionnelle, c'est-à-dire une psychologie de décomposition. Eh bien, pour intégrer qu'elle soit, cette thèse organodynamique, au fond, elle mobilise, quoi qu'il en soit, toujours une théorie de la causalité. Et c'est une théorie de la cause matérielle, mais d'un matérialisme dont Lacan rirait, puisque vous savez qu'en 1936, Lacan, en particulier dans Au-delà du principe de réalité, dit, et il le dit textuellement, j'avais relevé la citation, je me suis dit que c'était l'occasion de célébrer le matérialisme de Lacan, il nous dit la chose suivante, « Le recours à l'idée de matière n'est qu'une forme naïve et dépassée d'un matérialisme authentique ». C'est sa formulation, tout de même, qui me semble important de rappeler en 1936. Et effectivement, la théorie de la causalité qu'on rencontre dans l'organodynamisme reste une théorie de la cause matérielle dans le matérialisme naïf qui est d'origine métaphysique, qui le sous-tend. Ça n'est pas du tout une théorie paralléliste. Et Lacan insiste vraiment sur cette position. Ça, c'est son premier argument. Au fond, vous partagez une même théorie de la causalité matérielle, et voilà la formulation qu'il en donne. En toute rigueur, je cite Lacan dans le propos sur la causalité psychique de 1946, en toute rigueur, l'organodynamisme de Hay s'inclut valablement dans cette doctrine par le seul fait qu'il ne peut rapporter la genèse du trouble mental en tant que tel, qu'il soit fonctionnel ou lésionnel dans sa nature, global ou partiel dans sa manifestation et aussi dynamique qu'on le suppose dans son ressort, à rien d'autre qu'au jeu des appareils constitués dans l'étendue intérieure au tégument du corps. Le point crucial, à mon point de vue, est que ce jeu, aussi énergétique et intégrant qu'on le conçoive, repose toujours en dernière analyse sur une interaction moléculaire dans le mode de l'étendue parthès-extraparthès, où se construit la physique classique. Je veux dire, dans ce mode qui permet d'exprimer cette interaction sous la forme d'un rapport de fonction à variable, lequel constitue son déterminisme. L'organisme va, s'enrichissant des conceptions mécanistes aux dynamistes et même aux gestaltistes, et la conception empruntée par Henri Hay à Jackson prête certes à cet enrichissement, à quoi sa discussion même a contribué. Il ne sort pas des limites que je viens de définir, et c'est ce qui, de mon point de vue, rend sa différence négligeable avec la position de mon maître Clérambault. Donc voilà le premier argument. Une métaphysique, une théorie de la cause matérielle, et non pas une théorie paralléliste en particulier, qu'on aurait pu attendre, une théorie inspirée par exemple de Ernst Mach, l'analyse des sensations de Ernst Mach par exemple, qui avance masquée. Second argument, je vais aller vite, parce que je suppose que je devrais déjà m'être tu. Il me reste 1 minute 5, bon, c'est bon. Second argument, si cette thèse est métaphysiquement douteuse, et là, Lacan n'est pas du tout popérien, elle est réfutée par la clinique. Non seulement c'est une thèse métaphysique qui avance masquée, mais une analyse clinique et une suffira pour la remettre en cause. Et laquelle est-ce ? Lacan, qui, vous le savez, est un lecteur, enfin, là, il serait important de retenir, mais c'est une métaphore matérialiste, qu'au fond, Lacan est une éponge, c'est-à-dire qu'il absorbe à peu près tout ce qu'il lit. Et il a une capacité de restitution après qui est absolument fascinante. Et effectivement, en 1946, il mentionne le cas Schneider, qui est un cas étudié en long et en large dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty en 1945, c'est-à-dire un an avant. Lacan s'intéresse au cas Schneider, puisque c'est un cas de multitraumatisme qui confine à ce que Hay appellerait une dissolution globale. C'est-à-dire que c'est un cas qui concerne des pathologies fonctionnelles, évidemment, mais des pathologies dont on ne voit pas comment, dans le système de Hay, elles pourraient être dissociées de ce qu'il appelle des maladies mentales, à savoir non seulement des cas d'aphasie, mais des défauts de l'engagement dans la parole, des défauts de symbolisme. Et Lacan, à ce moment-là, évidemment, sur ce cas clinique simplement d'un multitraumatisme qui touche à toute l'intégration, évidemment, neurologique de l'individu, demande à Hay, comment distinguez-vous ce malade neurologique du fou ? Comment échappez-vous au réductionnisme neurologique, réductionnisme physicaliste, dont vous avez dit qu'il aboutissait à la dissolution de l'autonomie disciplinaire que vous prétendez construire ? Vous, psychiatre, n'êtes-vous pas, en dernière instance, neurologue ? Je le cite. Ne trouvons-nous pas là, dans le cas Schneider, le trouble négatif de dissolution globale et apicale à la fois, cependant que l'écart organoclinique me paraît suffisamment représenté par le contraste entre la lésion localisée à la zone de projection visuelle et l'extension du symptôme à toute la sphère du symbolisme. Et me dira-t-il que le défaut de réaction de la personnalité restante au trouble négatif est ce qui distingue
d'une psychose, ce malade évidemment neurologique? Je lui répondrai qu'il n'en est rien, car ce malade, au-delà de l'activité professionnelle routinière qu'il a conservée, exprime par exemple sa nostalgie de spéculations religieuses et politiques qui lui sont interdites. Dans les épreuves médicales, il arrive à atteindre par la bande certains des objectifs qu'il ne comprend plus en les mettant en prise en quelque sorte mécaniquement, quoique délibérément, sur les comportements demeurés possibles. Et plus frappante que la manière dont il parvient à fixer sa somatognosie pour retrouver certains actes du montré, et la façon dont il s'y prend par tâtonnement avec le stock du langage pour surmonter certains de ses déficits agnosiques. Je le demande donc à Henriet, en quoi distingue-t-il ce malade d'un fou? À charge pour moi, s'il n'en donne pas la raison dans son système, que je puisse la lui montrer dans le mien. Donc voilà, évidemment, un défi lancé, et Lacan relève le gant, ce qui m'engage dans mon troisième argument. Si l'organodynamisme est une thèse métaphysique cachée, une thèse de causalité matérielle dans le matérialisme traditionnel caché, si il est réfuté cliniquement, c'est aussi qu'il s'adosse à une conception de la psychogenèse qui est une conception totalement caricaturale. Il me reste une minute, je termine. Elle est caricaturale pourquoi? Tout simplement parce qu'elle invoque un Descartes qui n'existe pas. Le Descartes construit par Henriet, le Descartes du dualisme cartésien défini par Hay, qui caractérise le psychisme comme le non-existant et le corps comme étant le lieu de l'existence, est un Descartes construit en dépit du bon sens, qui a oublié l'intention véritablement cartésienne, à savoir précisément construire une théorie intégrée, et le plus intégrée possible, de la conscience à travers des expériences. Le cogito est une expérience, ose tout de même rappeler Lacan. Mais cette expérience, et c'est là que Freud provoque, ou Freud si vous préférez, introduit évidemment un pas en avant par rapport à ce que Lacan revendique comme étant un retour à Descartes, cette expérience est une expérience qui ne peut pas ne pas faire la part de l'engagement dans la parole. Et c'est là, évidemment, qu'une théorie psychogénétique comme celle de Hay manque à tous ses devoirs cliniques, alors même que Hay est l'un des plus grands cliniciens de son temps. Et là, Lacan n'a cessé de le rappeler. C'est tout simplement qu'il a manqué, que construisant une théorie psychogénétique naïve qu'il pouvait réfuter aisément, théorie du traumatisme et théorie de la régression psychique, il a manqué un élément décisif qui aurait nourri un matérialisme bien compris, qui est la question de l'engagement dans la parole. Et cette théorie de l'engagement dans la parole, c'est celle qui, évidemment, conduira Lacan à une doctrine du langage et de ses effets matériels en un sens non métaphysique, mais dans un sens qui est très très proche, finalement, de celui du matérialisme dialectique, qui nourrira ses propres analyses ultérieures. Je clôt sur ce point en vous rappelant tout de même que cette critique, évidemment, du caractère naïf de la psychogénétique, et ça aurait pu être mon quatrième argument, invite Lacan à s'interroger dès 1946 dans des termes qui préfigurent très largement une antipsychiatrie vis-à-vis de laquelle d'ailleurs il aura une position très sceptique. Comment me positionner par rapport à ce qui est déjà une opposition, dira-t-il dans les années 70, l'invite évidemment à s'interroger sur le rapport que la psychiatrie comme savoir entretient avec une pratique. Et voilà la question sur laquelle je m'arrêterai aujourd'hui. Pour parler en termes concrets, y a-t-il rien qui distingue l'aliéné des autres malades, si ce n'est qu'on l'enferme dans un asile alors qu'on les hospitalise? Ou encore, l'originalité de notre objet est-elle de pratique sociale ou de raison scientifique? Voilà, je vous remercie.